Le Real Madrid s'est incliné en Supercoupe d'Espagne, 3-1 contre le FC Barcelone, au terme d'un match exceptionnel des Merengues avec beaucoup d'envie et beaucoup d'actions collectives. Retour sur cette rencontre tout de suite. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ou pas après cette défaite du Real Madrid qui s'est incliné donc en Supercoupe d'Espagne. Il n'y aura pas de premier titre en 2023 pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Et bien sûr, on va revenir sur cette rencontre en compagnie de Rota qui me semble très chaud. Salut Rota, comment ça va? Très très chaud, effectivement, c'est le mot, mais on va laisser le déroulé. On va te laisser faire le déroulé et puis on parlera ensuite de cette fabuleuse prestation. Le déroulé va être très rapide, hein, si on se fait un bref résumé de cette rencontre. Assez rapidement, dans cette partie, on a le Real Madrid qui est en délicatesse, qui va subir des occasions. Malgré tout, un grand Thibaut Courtois, comme d'habitude, va maintenir un petit peu la flotte à flot. Et puis finalement, on va quand même craquer autour de la 30e minute de jeu, un premier but. Puis Lewandowski qui va enfoncer le clou peu avant la pause, 2-0 donc au terme d'une première période avec vraiment un rien côté Madrid, simplement une action pour Karim Benzema, mais rien d'autre de plus. Zéro frappe cadrée pour le Real donc. Après la reprise, ça bouge. Kamavinga sort à nouveau. Rodrigo entre. Bon, un petit réajustement tactique. On met en tout cas un vrai ailier cette fois-ci pour cette rencontre. Ça va influencer rien du tout sur cette partie. Le Barça va rester en maîtrise dans cette partie. Et puis va marquer le troisième. Finalement, le Real sauvera son honneur sur le plan sur le tableau d'affichage seulement. 3-1 grâce à Karim Benzema. Défaite totalement logique. Rota, il n'y a vraiment rien eu côté Madrid aujourd'hui. Ouais, c'est une défaite totalement logique. Félicitations au Barça qui rend lui une bonne copie. On peut pas le cacher. Je pense que c'est l'un de leurs matchs les plus aboutis de la saison. Et à contrario, le Real rend l'une de ses pires copies de son histoire. Il n'y avait rien, c'était le néant. C'est une insulte à l'écuisson. J'ai pas grand-chose à dire de plus. En fait, pour moi, les joueurs se sont foutus de notre gueule et lors de prestations aussi faibles, aussi cataclysmiques, je pense qu'ils devraient être privés de salaire parce qu'ils se sont foutus de notre gueule littéralement. Il y a pas d'autre mot. Ne pas faire les efforts, ne pas savoir faire une passe, ne pas savoir faire un contrôle, ça peut durer pendant 5-10 minutes dans un match. On peut avoir des passages à vide, tout simplement. Mais là, pendant 90 minutes, livrer une telle copie et en plus de ça, ouvrir sa gueule à répétition et puis râler auprès de l'arbitre quand il n'y a pas à râler auprès de l'arbitre parce que tu es tout simplement faible, c'est inacceptable. Donc, ouais, je suis très, très en colère, très, très en colère ce soir. Ouais, bon, tu pointes le manque d'engagement et tout ça, c'est indéniable. Mais est-ce que le plus gênant encore, c'est pas le manque d'ambition, plan de jeu du Real dans ce match? Ouais, bah déjà, à la compo, on en a parlé tout à l'heure en off. À la compo, on a compris, en fait. Voilà, c'est du Ancelotti tout craché, même si la faute ne lui revient pas à 100%. Évidemment, il n'est pas sur le terrain, mais pour maintenir ce côté hybride de Fede Valverde en poste d'ailier droit, il serait prêt à vendre sa mère, un rein, ou je sais pas, mais voilà, il serait prêt à faire n'importe quoi. Et donc, bah, il se dit, je vais remettre Camavinga pour pouvoir laisser Fede Valverde à droite. On sait très bien que ça peut fonctionner dans certains matchs, mais on sait aussi que les adversaires commencent à connaître un petit peu la chanson et à s'adapter pour faire en sorte de priver le Real Madrid de ce côté droit et de faire en sorte qu'on joue tout sur Vinicius. Et dans l'état de forme dans lequel est le Brésilien, forcément, ça rend l'attaque du Real, on l'a déjà dit, bah, ça la rend inoffensive, tout simplement. Donc voilà, c'est un schéma de jeu qui est très très lisible. On le voit depuis le début 2023, c'est une catastrophe. Le Real, c'est une victoire très serrée face à Cacereño en Coupe du Roi. C'est une défaite face à Villarreal. C'est un match nul puisqu'on va au pénalty face à Valence et c'est une branlée face au Barça. Et encore une fois, on va le répéter, tu l'as déjà dit et tu l'as tweeté tout à l'heure, quand le Real Madrid est au-dessus du Barça, il ne lui met pas de gifle. Par contre, quand le Barça est au-dessus du Real, il lui met une fessée. Et aujourd'hui, voilà, on a donné notre cul, tout simplement, et on s'est fait fesser par le Barça et c'est mérité. Mais pourquoi est-ce qu'on bricole autant? Tu dis, là, Fede Valverde qu'on insiste à mettre absolument sur le côté droit de l'attaque. On sait qu'à gauche, ça bricole pas mal avec Nacho l'autre jour. Là, on a Nacho qui finit le match aussi encore une fois à droite. On a eu Militao aussi à droite. Enfin,
Du bricolage, du bricolage, du bricolage. Je sais pas, en fait, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la politique du Real. On a évoqué en fait ces investissements massifs sur le stade, etc. On sait un petit peu tout ce qu'il en est, mais on sait aussi comment le Real a su gérer financièrement la crise du Covid. Le Real a les finances pour recruter. Et là, il y a des postes vraiment qui urgent à mort. On va pas tous les citer, mais par exemple, Carvajal, qui est un joueur que j'adore, il lui faut non seulement une doublure, mais en plus de ça, il lui faut un vrai putain de concurrent. Parce que quand il est dans cet état de forme qu'il est en train de démontrer depuis le début de saison, et notamment sur ce match, c'est plus possible. C'est juste plus possible. Donc, si on cumule Carvajal, c'est pas le bon exemple aujourd'hui, mais un Mendy qui est très souvent irrégulier. Si on bricole un petit peu au milieu de terrain, que notre ailier droit, on l'a pas toujours, parce que Rodrigo, de temps à autre, il va passer un petit peu à côté. On va mettre un peu Fede Valverde, on va mettre Asensio, on sait pas trop quoi faire, on va mettre un 4-2-3-1 finalement. Non, à un moment donné, il va falloir recruter des profils forts à certains postes clés. Tous le sont, mais il y a certains postes dont le Real Madrid doit sur lequel le Real Madrid doit recruter, ça urge vraiment. Et là, je pense que même s'il y a des titres en fin de saison, ce dont je doute énormément, il va falloir vraiment investir et recruter des personnages qui vont pouvoir durer au Real Madrid et qui vont surtout pouvoir être réguliers dans la durée. Ok, bon, ça nous fait un petit peu la transition sur les top et flop de cette rencontre. Carvajal, catastrophique. Rudiger, je pense qu'on peut mettre aussi sur la même lignée dans ce match, défensivement. Rudiger, c'est zéro pour moi. Tout ce qu'il a fait était catastrophique. Enfin, toutes ses pertes de balles donnent un but. Et puis même son placement était honteux aujourd'hui. Vraiment, son placement, c'est lui qui couvre en fait toutes les actions. C'est lui qui couvre Pedri sur la passe de Gavi pour le troisième but. C'est lui qui perd la balle. Parce que on va revenir sur le cas Kamavinga. On peut lui en vouloir sur le premier but, mais la passe de Rudiger, c'est une horreur. C'est mettre un gars dans la merde sous pression face à deux joueurs en étant dos au but. Donc forcément, c'est catastrophique. Et puis même, il n'y a même pas que les buts toutes les pertes de balles qu'il a eues au milieu de terrain lorsqu'il était un peu avancé dans sa position pour créer un petit peu. Ses passes dans les intervalles étaient avec rebond. Enfin, il y a quasiment rien à retenir. Donc, il a été absolument cataclysmique. Ouais, c'est zéro pour moi. Je lui mets même pas un 0,5. Il ne vaut pas un seul demi-point dans ce match. Ouais, et je suis pas forcément content du coup parce que j'aurais préféré qu'il me fasse mentir. Mais ce matin, dans la revue, je disais Nacho doit être titulaire. Parce que toi, tu dis souvent que Nacho est le meilleur défenseur central du Real actuel, selon toi. Bon, moi, je dirais quand même que Militao, quand il est vraiment en forme, je le mets quand même au-dessus. Par contre, est-ce que Nacho, c'est pas en revanche, et ça, je pense que tu vas être d'accord, le plus complet? C'est-à-dire à la fois le mec le meilleur sur l'homme d'un point de vue purement défensif et en même temps à la relance. Parce que là, on voit très bien qu'avec Militao plus Rudiger, ouais, la relance, c'est dur. Alors, le premier constat qu'on peut faire, c'est que Rudiger Militao, pardon, ça ne fonctionne pas. Au contraire d'un Militao à la bas qui prend plutôt forme et je pense que là, on est assez satisfait. Nacho, le plus complet, je ne sais pas. Parce que je suis ultra fan, mais je ne sais pas si c'est le plus complet. En tous les cas, de très très loin, c'est le plus régulier. Nacho ne passe jamais à côté d'un match. Je ne l'ai jamais vu faire une performance comme celle de Rudiger ce soir. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Il est très rarement passé à côté de ses matchs, mais par contre, il est très souvent très bon. Donc oui, Nacho qui n'est pas titulaire. Si Nacho était brésilien, qu'il n'était pas formé au Real, il serait titulaire. Parce que le Real l'aurait acheté 70 millions d'euros et que le Real devrait le faire jouer ou se sentirait obligé de le faire jouer. C'est pas le seul problème, mais en tous les cas, c'est un des joueurs qui mériterait beaucoup plus de temps de jeu et qui n'en a pas de la même manière où d'autres joueurs de la Fabrica pourraient, à mon humble avis, rejoindre le groupe pro sur certains matchs quand on voit par exemple que Kamavinga depuis 6-7 mois n'est pas bon, tout simplement. Donc c'est un vaste débat parce que forcément c'est très facile aussi de tirer des conclusions après un match comme celui-ci. On est souvent dithyrambique quand le Real joue bien et puis on l'est à l'inverse quand le Real fait des prestations comme celle-ci. Mais là c'est vraiment une insulte. Ce qu'ils ont proposé, enfin ce qu'ils n'ont pas proposé justement parce que c'est le néant total, c'est insultant. Ça ne devrait pas arriver, ça ne devrait jamais arriver. Le Real ne peut pas se permettre ça, encore moins dans une finale et encore moins face à son ennemi juré. Ouais. Au milieu, il y en a un qui souffre, je dirais particulièrement, c'est Luka Modric qui est vraiment méconnaissable depuis la reprise. Ouais, au bout d'un moment, de toute façon, là, je pèse sur ses jambes. Le mondial, c'est voilà, le mondial en cours de saison, pratiquement pas de repos, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui, donc oui, le milieu n'a pas fonctionné et je trouve que c'est très souvent le cas. Donc je vais revenir aussi sur le cas Kamavinga dans le sens où Kamavinga, euh,
C'est J'ai pas le j'ai- j'ai pire. vu tes tweets. Ouais, mais j'ai vu tes tweets sur la première mi-temps. C'est pas le pire, oui et non. Moi, je pense que si, finalement, c'est le pire. Dans le sens où il a récupéré des ballons, il avait de l'envie, il a donné des bons ballons, mais par contre, son placement, son occupation des zones avec et sans ballon, pour moi, a foudroyé le milieu de terrain du Real et on a pris des vagues comme ça. Je trouve qu'il est beaucoup trop haut dans son positionnement. Je trouve qu'il se jette beaucoup trop. Et surtout, son occupation des zones a énormément gêné Tony Cruz, qui, pour le coup, a fait un match catastrophique aussi. Mais je pense que c'était un peu dû à l'assise défensive qu'avait le Real et notamment par le positionnement de Camavinga. Je ne suis pas en train de dire qu'il a tous les mots du Real parce qu'en termes d'envie, c'est celui qu'on avait certainement le plus sur cette première mi-temps. Je dis juste que c'est pas un poste pour lui, le poste de sentinelle. Pour moi, c'est définitif. En tous les cas, dans ce Real-là, ce n'est pas son poste préférentiel. Et ensuite, je trouve que ça ne matche pas du tout avec Kroos et Non. Modric. C'est pas la première fois que c'est le cas. Et là, il a mis les deux en difficulté, comme les deux autres l'ont mis en difficulté également. Et Luka Modric, il y a la fatigue, je pense, qui a pesé sur ses jambes. Et Tony Kroos, ça a été mauvais de par le positionnement de Kamavinga, mais pas que. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Ça lui arrive pas souvent, ça lui est pas arrivé souvent cette saison, mais l'Allemand a été énormément en difficulté avec et sans ballon. Et on sait que sans ballon, c'est très compliqué pour lui en général face à la qualité du milieu de terrain du Barça aujourd'hui, qui, il faut le souligner, a été très très bon. Il a énormément souffert aussi. Ouais, au contraire d'un Tchouaméni, par exemple, avec qui l'alchimie, Kroos, Modric, là, ça fonctionne plutôt bien de ce qu'on a vu. On avait vu sur quelques gros matchs même, ça a bien fonctionné. Kamavinga, effectivement, il y a moins cette bonne connexion. Sûrement dû aussi à cause de Kamavinga et au fait que, on l'a déjà dit plein de fois, manque de maturité vraiment dans son jeu, que ce soit d'un point de vue positionnement, mais aussi dans ses prises de décision. Enfin, voilà, il n'y a pas cette alchimie. Kamavinga, ça fonctionne mieux, par exemple, avec du Ceballos, tout ça, comme on avait pu le voir. Même on parlait souvent de cette Exactement. deuxième unité, là où ça fonctionnait beaucoup, beaucoup mieux, où ça a plus de mobilité, ça part un peu plus dans tous les sens et ça convient mieux aux Français. On Euh, l'avait vu, on avait vu que Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, je ne sais plus sur quel match, c'était l'un des matchs les plus plaisants de la saison. Et là, ça matchait. Des fois, il y a aussi des automatismes qui se font plus naturellement avec certains joueurs et puis certains profils que d'autres. Ça ne veut pas dire que Camavinga n'est pas fait pour le Real. Comme j'ai pu le lire, il faut le vendre, il faut le prêter. Non, il faut aussi être mesuré. C'est un jeune joueur. On l'a dit, en tout cas, moi j'y crois, il a énormément de potentiel, il a une énorme marge de progression, mais aujourd'hui, pour le coup, il n'a pas été bon. C'est pas le seul, évidemment, mais je pense que sa sortie, malheureusement, elle est aussi légitime à la mi-temps. ok. Autre flop, Benzema, t'as trouvé comment? Benzema, Vinicius, Benzema enfin, Valverde? totalement absent. Benzema totalement absent, même ses choix de trois talonnades, pas dans le tempo, des choses un peu difficiles. Mais de manière générale, en fait, le Real était tellement mal positionné, occupait tellement mal les espaces que bien souvent Benzema se confrontait à l'un de ses coéquipiers quand il avait un déplacement ou un décrochage à réaliser. Et ça a mis énormément en difficulté le Real et surtout, ça lui a pas permis de construire correctement. Vinicius, c'est pas possible. Ce qu'il fait en ce moment, c'est plus possible, mais c'est pas que de son ressort en fait. Le Real souffre de la méforme de Vinicius, mais Vinicius souffre de la méforme du Real. On pourrait le dire ainsi parce que on a tendance à trop miser, compter sur lui. On espère qu'il puisse éliminer trois ou quatre joueurs en le lançant dans la profondeur. Et en fait, le fait de coller Valverde qui était inexistant aujourd'hui, c'est pareil pour moi, c'est un match relativement sans. Et en plus de ça, défensivement, je trouve qu'il a rien fait du tout. Et c'est rare pour le souligner. Mais du coup, le fait de ne pas pouvoir passer sur le côté droit avec Valverde, on va miser énormément sur Vinicius. Mais forcément, le bloc adverse se referme. Moi, je pense que Xavi a donné une énorme leçon tactique à Ancelotti aujourd'hui. On a refermé Vinicius, qui lui était obligé de tenter quelques dribbles bien souvent dans ces circonstances-là, avec deux ou trois hommes qui le bloquent sur son côté, c'est très compliqué. Donc 9 fois sur 10, il passe pas et la copie rendue est pas bonne. Mais c'est un ensemble de choses en fait. En fait, le Real a tellement été mauvais dans son occupation des zones, comme je le répète, que chacun des joueurs n'y a pas trouvé son compte et chaque prestation a été mauvaise, si ce n'est évidemment celle de Thibaut Courtois. Mais encore une fois, quand sur les trois derniers matchs, ton homme du match, justement, c'est ton gardien, c'est également révélateur. Ouais, Thibaut Courtois, bah, j'allais y venir. Justement, c'est le seul, encore une fois, à sauver qui évite un score plus large et qui a même repoussé l'inéluctable, j'ai envie de dire, pendant une demi-heure. Et finalement, est-ce que le flop du coup de ce match-là, c'est pas Carlo Ancelotti? Oui et non, parce que oui, oui, c'est pas le plus gros flop, mais c'est l'un des flops, indéniablement. Et même sur ses choix, je pense que
quand ton équipe propose aussi peu de choses, quand ton Benzema n'est pas dedans, quand ton Vinicius n'est pas dedans, mais pour le coup, surtout Benzema dans ce match-là, tu vois que tu perds de 0, même 3-0, je pense à 3-0, je me suis fait la réflexion. Euh, Pourquoi est-ce que tu donnes pas du temps de jeu à Hazard? Pourquoi tu ne changes pas Benzema? Pourquoi tu donnes pas du temps de jeu à des joueurs qui, on le répète, peut-être au mois de février, si une blessure arrive, auront besoin de temps de jeu. Donc, faire grappiller des minutes quand tu vois que tu es pratiquement dos au mur. On ne me fera pas croire que Carlo Ancelotti, même si on croit tous en ce Real Madrid et qui nous a offert des remontadas dingues, personne va me dire qu'il croyait à une remontada ce soir. C'est impossible parce que là, il y avait zéro matière pour laquelle y croire. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de changements un peu plus tôt pour essayer de changer la physionomie, d'inverser la tendance, d'avoir des joueurs qui ont un peu plus faim? Non, on va rester sur nos joueurs sur lesquels on va compter parce qu'on sait qu'individuellement, ils sont capables de faire des choses. Et donc, on mise sur ça et on se dit, si on doit revenir au score et gratter un petit 2-1, c'est parce que le talent de Benzema va le faire ou parce que le talent de Vinicius va le faire. Et je trouve que parfois on se trompe, en tous les cas, Carlo Ancelotti se trompe. Et aujourd'hui, ça a été le cas et c'est mis en valeur parce que on se prend une leçon tactique, parce qu'on se prend une leçon d'envie et parce que le score est large. Voir le Real Madrid aussi apathique dans une finale, est-ce que c'est pas ça le plus préoccupant? Parce que voir le Real faire des matchs un petit peu insipides, j'ai envie de te dire qu'on est quand même habitué ces dernières années. On a du très très bon, mais on a aussi du bien catastrophique sur les dernières années. Mais est-ce que voir ça sur une finale, un match qui normalement est coché dans le calendrier des joueurs, est-ce que c'est pas ça le plus préoccupant là en ce moment? Ouais, c'est préoccupant parce que le contenu l'est en fait. Donc le contenu, enfin la fatigue, l'état de fatigue des joueurs, parce que on ne fera pas croire qu'il y a pas de la fatigue qui joue là-dessus, même si on a tendance à se reposer sur cet argument-là, mais les voir aussi peu conquérants, pas de capacité de réaction à la pause, euh, pas d'envie, parce que franchement, à 2-0, on se fait encore tourner, on se prend des taureaux, et notre seule chose, enfin, notre seule solution, c'est d'aller tamponner un Busquets ridiculement parce qu'ils viennent de se faire 25 passes. Donc en fait, tous ces ingrédients-là, plus le fait que ça dure depuis le match de Coupe du Roi, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour la suite parce que le Real ne lâche pas de finale, comme tu le disais. Et surtout, c'est un enchaînement qui me fait peur par rapport à ce qui arrive prochainement et notamment la Ligue des Champions en février. Ok. Tu t'attends à quelle réaction là? Parce que ça va arriver très vite. On enchaîne avec Villarreal en huitième de Copa là. C'est mercredi ou jeudi? Jeudi, je crois. Je dis, ouais. J'espère que l'équipe saura réagir, mais j'ai pas de motif qui me donne espoir en fait parce que là j'ai rien vu ce soir. Donc je vais pas je vais pas faire des projections dans le sens où ils m'ont donné zéro argument, donc je peux pas développer ma science. Je me repose sur rien du tout, si ce n'est mon fanatisme. Donc je m'attends à de la réaction, mais est-ce que le Real en est capable? Est-ce que le Real a encore de l'énergie dans les chaussettes? Je sais pas. J'espère en tous les cas qu'il y aura du turnover. Moi, je pense que c'est important. La Coupe du Roi, c'est pas non plus un objectif majeur, même si ça fait un petit moment qu'on n'apprend pas. Je pense qu'il faut faire tourner un petit peu, il faut reposer certains cadres, et puis il faut se remettre en selle, et puis il faut surtout que Carlo Ancelotti ait le discours judicieux et qu'il puisse nous donner l'envie de gagner, parce qu'il y a des échéances qui arrivent. La Super Coupe, ça y est, c'est de l'histoire ancienne, mais il va falloir enchaîner sur les objectifs qui arrivent. Ok, bon, à suivre. Prochain rendez-vous donc contre Villarreal, ça va arriver très vite. Bref, merci, je pense qu'on a fait un peu le tour pour cette vidéo, pour cet après-match, cette défaite humiliante, hein, il faut le dire. Merci Rota, merci à tous Merci pour Tom. votre fidélité comme d'habitude, le petit like, le petit partage. Faites-nous part vous aussi de votre ressenti après cette finale perdue. Sur ce, passez une bonne soirée, prenez soin de vous comme toujours, puis on se dit à demain pour la revue de presse. Allez, ciao.